bonjour à toutes et tous. C'est vrai que je suis toujours très heureux de venir dans cette académie un peu particulière. Alors, chaque académie a sa singularité. C'est une académie un peu laboratoire. Il y a énormément de personnel extrêmement engagé et avec un public qui est singulier, mais il y a beaucoup d'autres académies aussi, c'est le cas, mais c'est pas que Créteil a une coloration particulière. Et venir pour la journée académique de l'innovation, on sait qu'il y a énormément de personnel ici qui s'engage dans la nouveauté, qui n'ont pas peur d'aller bousculer les frontières, et qu'il y a autour de l'innovation une effervescence, notamment, on le voit depuis quelques mois avec le Conseil national de la refondation, puisque il y a une sorte de nouveau paradigme du rapport à l'innovation qui est suscité par la possibilité offerte aux équipes de manière relativement autonome de se saisir de sujets qui les intéressent et d'essayer de déposer un projet qui peut notamment faire l'objet de subventions. Il y a véritablement quelque chose qui est en train de se dérouler, une dynamique, et vous le savez, autour de l'innovation, et le bien-être depuis peu de temps est devenu un objet. Alors, je regardais un peu le titre de mon intervention, il ne me plaît pas complètement. Je me suis dit, est-ce que je n'ai pas mis la barre un peu haute pour moi en prenant ce titre comme objet. Je vais vous parler du bien-être parce que c'est vraiment un sujet extrêmement intéressant qui est assez nouveau en éducation. Je dis assez nouveau parce qu'en fait, depuis des années, vous y travaillez, nous y travaillons sans en avoir pleinement conscience, qu'on n'utilisait pas le terme. On travaillait beaucoup ont travaillé parmi vous sur le décrochage, sur la violence, sur tout ce qui entrave la réussite. Et fondamentalement, quand vous travaillez sur tous ces objets-là, l'échec scolaire, la difficulté scolaire, vous êtes indirectement en train de travailler sur ce qui peut susciter le mal-être, l'échec, et on va être sur la question du bien-être. Alors que là, ce qui est nouveau, c'est qu'on convoque la notion depuis quelques mois. Il y a eu la circulaire de rentrée qui a mis en perspective trois notions, bien-être, excellence et égalité des chances. Et donc j'ai été amené moi-même, pour avoir beaucoup écrit sur tous ces sujets-là depuis une vingtaine d'années, à prendre la question du bien-être à bras le corps, le sujet et l'objet même, l'idée, la notion. Je vais parler du sujet, et vous allez voir que contrairement par exemple au climat scolaire, c'est un sujet qui, par la définition qu'on peut lui en donner, présente une grande opérationnalité. Beaucoup plus que le climat scolaire, où on tourne autour, on est sur un sujet métaphorique. Et comme sur toutes les métaphores, on utilise une métaphore parce qu'on n'arrive pas à approcher le sujet le haut. Alors que là, avec l'objet de la définition, vous allez voir qu'on peut l'approcher. Et pour autant, il y a eu quand même, depuis quelques années, pas mal d'écrits qui ont commencé à sortir, et notamment, il y a une chercheuse qui s'appelle Mireille Sifali, certains d'entre vous peut-être ont lu, qui est une grande clinicienne dans le champ de l'éducation, et qui a publié un article il y a déjà 2-3 ans, dans la Cahier pédagogique, il y a un numéro spécialement consacré au bien-être, dans lequel, je ne me souviens plus exactement du titre, mais elle se demande si la notion de bien-être, elle est utile. Est-ce qu'il faut la provoquer, l'utiliser? Parce qu'elle-même, alors c'est une grande clinicienne, certainement peut-être une des plus grandes, en tout cas, entre les années 70-80 et les années 2020, c'est vraiment quelqu'un qui a énormément apporté. Elle n'a jamais utilisé la notion de bien-être, alors qu'elle a travaillé finalement sur la qualité de la relation. Donc elle s'interroge, est-ce qu'il faut bien utiliser la notion? Parce que c'est utile d'utiliser la notion. Et du coup, ça résonne avec la journée d'innovation. Est-ce qu'on a besoin d'utiliser la notion d'innovation pour innover? Il y a énormément de personnes qui innovent sans jamais parler d'innovation, sans jamais se dire qu'elles innovent. Parce qu'elles s'intéressent à ce qui peut améliorer ce qu'elles font. Ce sont des personnes qui sont constamment en recherche d'amélioration, d'efficacité, et il y en a énormément. Et l'innovation, c'est tout le paradoxe, c'est que l'efficacité peut naître parfois d'un geste nouveau et même d'un regard nouveau. L'innovation, ça commence par un regard nouveau sur l'autre, sur la situation. Et donc, pour pouvoir porter un regard nouveau, il faut prendre le temps. Il faut s'arrêter. Alors, il va dire, on n'a pas le temps, par exemple. Ici, on peut prendre des fois 3 minutes, 5 minutes. Et c'est tout le paradoxe aussi, la prise de temps. C'est comme avec les élèves. On peut prendre
5 minutes par jour. Je le répète souvent quand j'étais formateur en UFM, je disais à mes étudiants, on n'a pas le temps, mais si, on a le temps, vous avez le temps, vous prenez 5 minutes par jour pour prendre en considération un étudiant particulier. Et ça amène des innovations. Ça amène de l'innovation parce que quand on prend le temps, on entre dans une reliance qui est d'une autre nature. On est dans une reliance à soi et à l'autre qui peut être d'une plus grande intensité. Et qu'on le veuille ou non, on le voit bien en ce moment, notamment autour de ces sujets du bien-être, ce que nous amènent ces sujets, ils nous amènent sur le terrain qualitatif. Ils nous amènent sur le terrain de la qualité de l'exercice du métier, la qualité de l'exercice de la relation, que ce soit une relation professionnelle parmi vous, il y a quelques cadres, aux collègues, mais aussi de la relation aux élèves. Et c'est sur ce terrain-là qu'il faut aller. Pourquoi ? Parce que ce terrain-là, c'est le terrain de notre bien-être personnel. Moi, j'ai tout de suite vite compris pendant la crise sanitaire, avec le confinement, qu'à faire des interventions en distanciel, j'ai laissé ma santé, parce que parfois, à la limite du malaise, à parler, à forcer devant un écran, il n'y a pas, il ne se passe rien. Alors que là, dans une relation où je vous vois, vous êtes devant moi, il se passe quelque chose entre nous. On a du mal à définir, mais qui est d'une autre nature et qui est bien plus enrichissant. Et c'est la même chose en classe. Certains d'entre vous, vous avez enseigné à distance, vous avez monté des vidéos, vous avez été beaucoup pour aider, il fallait le faire. Il fallait le faire. Mais vous avez tous fait l'expérience des limites de cela. C'est pour ça que j'ai parlé des limites. Il y a des limites à l'innovation, il y a des limites à l'innovation sur ce sujet du bien-être. Et les limites, c'est celles, bien sûr, que nous fixe l'institution, c'est celles que l'on va rencontrer techniquement, c'est les limites déontologiques, mais c'est aussi beaucoup les limites qu'on se donne et les limites qu'on est prêt à observer, à prendre en considération, dès lors qu'on prend un peu de recul. C'est quoi les limites que je rencontre quand j'innove? Où sont les limites? Cette question des limites, elle est essentielle parce que moi je fais partie des gens, il y en a certainement pas mal parmi vous, qui un peu nos limites, c'est-à-dire je donne au maximum, puis il y a des moments où je suis épuisé, puis quand je suis épuisé, il est un peu trop tard, je vais me reposer parce que j'en ai trop fait. Et j'ai vécu ça quand j'étais instituteur de terrain, je suis le pied de l'inspection générale, ça va me poursuivre toute ma vie, je crois. Mais bon, ça c'est quand on est passionné, et il y en a beaucoup, si vous êtes là, c'est qu'on ne vient pas à la journée académique de l'innovation pour se tourner les pouces, on vient parce qu'on est intéressé et qu'on a envie d'apprendre, de comprendre des choses, faire des liens. Donc vous voyez que la question des limites, c'est aussi tout ce qui nous traverse et tout ce qui va nous interroger dans ce qu'on peut faire, mais ne pas faire et à renoncer. Et il y a parfois, sur le terrain de l'innovation, la question du rapport à l'innovation, c'est la question du rapport, bien sûr, à tout ce que je peux faire. Et on peut faire souvent beaucoup plus que ce que l'on croit, parce que pour innover, il faut s'autoriser. Et s'autoriser, ça appartient essentiellement à soi. La hiérarchie, en général, les collègues, ils sont toujours prêts à nous soutenir. Mais il y a aussi ces limites, et ces limites physiques. Et du coup, la question d'innovation, c'est qui renvoie à soi-même. Qui renvoie à soi-même dans ce que l'on a profondément envie d'améliorer, mais aussi dans ce qui nous semble être à notre portée. Alors après ces propos introductifs, excusez-moi, je vais vous présenter donc mon propos qui est de vous donner des repères, c'est un peu plutôt cette idée-là, pas vous dire ce que vous avez à faire sur ce sujet-là, parce qu'il y a certains d'entre vous qui se sont emparés depuis bien longtemps de ce sujet du bien-être, mais vous partager mes idées actuellement, quelques-unes de mes idées sur ce sujet du bien-être à l'école, et vous dire que c'est quand même cette entrée par le bien-être un sujet absolument intéressant parce qu'on est dans une période de grands bouleversements et où la société a énormément changé et change et elle s'accélère. Et vous voyez ce schéma là qui montre un schéma qui met en lumière les interdépendances. On est dans un monde de plus en plus fragilisé par l'interdépendance et les interdépendances. Et notamment, vous voyez notamment ici là, sur cette représentation qui est forcément limitée parce qu'elle ne parle pas de tous les sujets. D'ailleurs, vous pouvez chercher un cherche, mais où est-ce qu'on parle d'éducation? Eh bien non, on ne parle pas d'éducation sur ce schéma-là,
parce que, effectivement, sur la question des grandes interdépendances, les auteurs n'ont pas pensé l'éducation, parce qu'effectivement, l'éducation ne va pas être tellement motrice, peut-être la source d'autres problématiques, alors que vous voyez au centre du schéma la question du climat, par exemple, et la question de la biodiversité va impacter directement d'autres problématiques, et dès lors qu'on voit par exemple plus les traits sont soutenus, plus il y a une relation d'interdépendance très forte, et on voit bien qu'il y a des rapports très étroits entre certains phénomènes qui peuvent se passer autour du climat, des déséquilibres liés à la biodiversité, autour de l'activité sociale, du chômage, etc. Et donc il y a cette interdépendance qui nous replace, en tout cas pour l'école, dans une relation de dépendance. On est dépendant de ce qui se passe dans le monde, et l'école est la chambre d'écho, ça a été dit depuis une vingtaine d'années par des sociologues, de ce qui se passe dans la société. On l'a vu pendant la crise sanitaire, on a été complètement dépendant de ce virus et de toutes les conséquences de ce virus et de la manière dont il était géré. Alors, on le voit, on est dans un monde qui est interdépendant, on a beaucoup de domaines qui sont tellement reliés, et c'est à la fois un problème, mais c'est aussi un monde qui présente aussi un intérêt, parce que grâce à l'Internet, cette interdépendance, ces phénomènes de mondialisation que l'on observe, font qu'il y a une accélération de l'évolution. Il y a une évolution des comportements et des valeurs, donc les valeurs au sens des priorités qui animent les individus, qui s'accélère. On l'a vu par exemple lors du printemps arabe, dans les années 2010-2011, commence à se diffuser à une très grande vitesse, c'est-à-dire que Internet permet de contribuer à l'évolution des consciences, alors pas toujours dans le bon sens, mais aussi avec des moments qui peuvent être des moments extrêmement forts, grâce notamment aux réseaux sociaux, qui présentent beaucoup d'inconvénients, mais aussi des gros avantages pour faire circuler l'information, circuler les idées, et contribuer à l'émergence de nouvelles valeurs. Et sur ces valeurs, eh bien, la question du bien-être est une valeur sociétale, sans doute une des valeurs premières pour beaucoup d'individus, et notamment pour les élèves. Quand il y a eu des attentats en 2015, vous vous souvenez, on nous a beaucoup parlé des valeurs de la République, et moi ce qui m'interrogeait, c'était les valeurs des jeunes. C'est pas tout à fait la même chose. Une valeur, c'est ce qui a d'importance pour une personne, ce pourquoi elle est prête, ce à quoi on est prêt, ça fait du temps et de l'énergie. Et du coup, qui a été REVS, dans une académie, l'Académie de Nantes, j'ai monté une enquête qu'elle a fait passer dans différents collèges et lycées. Donc, on prenne plusieurs milliers d'élèves, et on s'est rendu compte, on a demandé aux élèves, qu'est-ce qui a de l'importance pour toi, à quoi es-tu prêt à consacrer du temps et de l'énergie, sans parler du mot valeur. Ça veut dire qu'on les interrogeait sur les valeurs, sans leur utiliser le mot valeur, sinon ils auraient parlé des valeurs de la République ou je ne sais quoi. Et donc, du coup, ils nous ont répondu un certain nombre de mots qui avaient de l'importance pour eux, qui correspondaient à la valeur. Donc, en faisant des rapprochements sémantiques entre ces mots, on s'est aperçu qu'il y a trois valeurs qui sont, à chaque fois, si on prend l'ordre des valeurs chez les ados, c'était à l'époque en 2016, le même ordre dans tous les établissements scolaires. Enfin, pas le même ordre. On retrouvait au premier rang, les trois premières valeurs étaient toujours les mêmes, dans des ordres différents. Après, c'était dans des ordres avec des valeurs qui n'étaient pas comparables. Et on avait toujours les trois premières qui étaient les mêmes. C'était santé, école et famille. Santé, école, famille, ça dit des choses. Parce que quand vous connaissez le véritable rapprochement qu'il y a entre santé et bien-être, on voit bien que la question du bien-être était déjà derrière ça. Quand on parle de santé, école, famille, on voit bien que ce qui a de l'importance pour les jeunes. Et donc là, dans ce monde qui est de plus en plus compliqué, il y a des domaines de complexification, vous les voyez ici, dans le cadre, des domaines où ça s'est beaucoup complexifié. Et c'est parce qu'il y a de la complexification dans ces domaines qu'il y a une vulnérabilisation des citoyens, que des citoyens n'arrivent pas à s'adapter. Et les critères de cette complexification, on les connaît depuis les travaux sur la complexité, notamment de Jean-Louis Lemoigne et d'Edgar Morin. On sait que les critères de la complexité,
C'est bien sûr l'interdépendance, comme j'en ai parlé, c'est l'enchevêtrement, c'est l'incertitude, l'enchevêtrement des acteurs, c'est l'incertitude, c'est l'adaptation. Et donc l'école n'échappe pas à cela. L'école est devenue complexe parce qu'il y a une accélération du changement du comportement des jeunes, il y a une accélération du rythme de réforme. En tout cas, il y a eu, ça s'est un petit peu abaissé depuis quelques mois, mais il y a eu une accélération pendant plusieurs années. Et nécessaire à la demande d'adaptation de votre part. Et puis, on est dans le monde de l'éducation, c'est un monde de l'incertitude. Quand on arrive le matin, on ne sait pas ce qui va se passer dans l'heure qui suit, dans la journée qui suit. C'est un monde extrêmement incertain, c'est un monde relationnel. Et donc, il y a une difficulté grandissante à se représenter à la fois la complexité du monde, mais à exercer son action pour pouvoir agir sur le monde. Et ce qui est difficile pour nous, c'est d'innover en se demandant, en se disant est-ce que ça va être efficace, est-ce que je vais pouvoir agir véritablement, est-ce que je fais ce qu'il faut. Et prendre en considération cette complexité, c'est absolument nécessaire, parce que si on ne la prend pas en considération, pour comprendre cela, il faut dire que si je ne prends pas en considération la complexité, alors je vais développer une représentation très simpliste, très simplificatrice, et nécessairement éloignée du réel. Ne pas prendre en considération la complexité, c'est être dans des représentations caricaturales, simplificatrices. Et ça, c'est ce qu'on entend beaucoup dans beaucoup de médias, ou pris par, parce que dans les médias, ce qui a de la valeur, c'est la rapidité de l'information, l'urgence, le fait que l'information soit donnée avant les autres. Et donc, du coup, ils n'ont pas le temps. Et puis, ça, entrer dans la complexité, ça n'intéresse peut-être pas notre grand monde. Or, il y a beaucoup de sujets qui sont complexes. Et l'éducation est un sujet complexe. Et donc, ne pas prendre en considération la complexité, c'est ne pas tenir compte de l'enchevêtrement des acteurs, de l'interdépendance des acteurs, c'est ne pas tenir compte de nombreuses implications. Et Complexus, c'est ce qui est tissé ensemble. Donc, vous le savez, dans les problématiques qu'il y a à l'école, en classe, c'est souvent très imbriqué. Et l'analyse, par beaucoup d'entre vous ont fait des études universitaires, et vous le savez, que les approches sociologiques, psychologiques, anthropologiques, culturelles contribuent à apporter des regards différents sur ces analyses. Et il y a quelque chose de tissé ensemble de très fort et qui est souvent tendu. À l'école, c'est très tendu par le temps, par les interactions, par le fait qu'on a des enfants extrêmement, le prof de l'enfance est extrêmement actif, réactif, et il y a une tension qui est liée à tous ces facteurs-là. Or, Michel Serres le disait quelques mois avant sa mort, il disait que le monde est comme un tissu qui est très tendu, dont on voit, si on regarde de très près, certaines des fibres se déchirer. Et certains collapsologues vous diraient, quand on tire un petit peu trop, le risque, le tissu risque de se déchirer. On n'en sait rien, effectivement, il y a beaucoup de phénomènes homéostasiques autour de l'équilibre du monde, que ce soit au niveau climatique, au niveau de la biodiversité, et à plein d'autres niveaux, au niveau économique, il y a des phénomènes homéostasiques, d'équilibre, qui pourraient amener à un moment donné à des ruptures. Pas là pour vous inquiéter, mais c'est aussi ce qui inquiète beaucoup d'experts et qui est au cœur de la complexité. Alors, tout ça pour dire quoi? Pour dire qu'on est face à l'école et à l'éducation, au système éducatif, face à un univers complexe. Et que si on veut parler d'un sujet, il faut accepter d'entrer dans la complexité. Donc, sur la question du bien-être, c'est un sujet complexe. C'est un sujet complexe. Et comment on peut le simplexifier? Simplexifier, c'est pas simplifier. Simplexifier, ça veut dire simplifier ce qui est complexe. Ce qui est complexe. Alors que simplifier, c'est pas forcément simplifier ce qui est complexe. C'est simplifier, rendre plus simple. Simplexifier, c'est un effort pédagogique et souvent didactique de créer des outils, un regard qui permettent de rendre plus accessible, plus intelligible ce qui est complexe. Alors, une des manières de simplexifier, par exemple, ce que vivent les enseignants et le personnel de l'éducation nationale, c'est de schématiser. De dire, par exemple, qu'on est dans une période, depuis quelques années, vous voyez ici sur ce schéma,
Il y a de plus en plus d'exigences institutionnelles, parentales, sociétales, qui font reposer sur les personnels un certain nombre de pressions, d'attentes, d'objectifs. Il y a les fameuses comparaisons internationales. Il y a une accumulation de dispositifs. Quelques personnes de direction parmi vous le savent. On demande énormément de mise en place de dispositifs, mais une sédimentation de ces dispositifs qui font perdre aussi l'efficacité à quelques-uns de ces dispositifs par accumulation. Il y a une inflation des outils numériques, de l'usage de ces outils, qui peut là aussi trouver ses limites, parce qu'on sait très bien que c'est quand même la qualité des relations qui font le climat scolaire dans un établissement. Mais de l'autre côté, on a énormément au niveau des élèves de contraintes éducatives, pédagogiques qui sont croissantes, liées à l'hétérogénéité, liées aux difficultés. Actuellement, on sait depuis 2-3 ans que beaucoup d'élèves vont pas bien psychologiquement. C'est le phénomène nouveau en émergence. J'étais encore la journée de l'innovation à Grenoble la semaine dernière, je discutais avec des chefs d'établissement qui me disaient, dans mon établissement, j'ai par classe entre 3 et 5 élèves qui vont pas bien du tout psychologiquement. Ça veut dire j'ai entre 10, 12 et 20% des élèves qui vont pas bien. C'est beaucoup. Et qui appellent donc une prise en charge, une qualité de la relation. Vous pouvez mettre en place tout ce que vous voulez, c'est que ça va passer d'abord par une prise en charge et surtout un repérage. Il y a aussi des problématiques socialement vives que l'on connaît, des problématiques socialement vives qu'on connaît qui sont toujours là. La question du décrochage, même si on a amélioré la situation, elle est toujours présente. La question de la violence scolaire, de la lutte contre les addictions, dont le terreau, et vous le savez très bien dans l'Académie Créteil, est la problématique des compétences psychosociales qui doit être travaillée parce que ce qui fragilise beaucoup de jeunes, c'est le défaut de compétences psychosociales, et il en faut de plus en plus dans notre monde aujourd'hui. On peut, comme cela, faire la liste, elle est longue. Tout cela génère de la complexité, cette tension entre d'un côté l'institution qui effectivement souhaite améliorer les choses, se donne des objectifs de plus en plus ambitieux, et la réalité du terrain qui devient, elle, de plus en plus exigeante, fait qu'on est dans quelque chose qui est compliqué. On peut rajouter notamment, par exemple, l'inclusion, qui est en soi quelque chose qui ajoute de la contrainte à la contrainte, et qui fait que cela vient peser sur les enseignants sous forme notamment, principalement de stress, de mal-être. La question du mal-être, c'est la question de la gestion du stress pour les personnes. Comment, en tant que personnel d'encadrement, on aide les collègues à mieux vivre leur stress et le rapport aussi à leur stress. Alors, on sait que le fait de travailler ensemble, de faire ensemble, de monter des projets, n'attendez pas de moi des solutions miracles. Pourtant, je vais quand même vous en donner des solutions. Peut-être pas miracles, mais des solutions. Et en tout cas, vous les rappelez. L'une des grandes solutions pour améliorer le bien-être des personnels et des élèves, on le sait depuis quand même des années, c'est le fait de faire ensemble, de travailler ensemble, de parler ensemble, d'élaborer ensemble, de se former. Et par exemple, d'ouvrir sa porte. Le travail sur les constellations qui est mené en premier et second degré fonctionne. On sait que les enseignants, on parvient à faire basculer, à ouvrir leur porte, à faire preuve d'humilité, à dire leurs difficultés, à dire ce qui ne va pas. Ce sont des enseignants qui vont changer leur rapport à l'innovation, changer leur rapport à la recherche de solutions, et du coup vont aller mieux parce qu'ils relâchent un peu la pression qu'ils se mettent à eux-mêmes. Parce que dans l'éducation nationale, nous avons une caractéristique commune pour beaucoup d'acteurs, c'est que nous sommes extrêmement exigeants vis-à-vis de nous-mêmes. Et nous n'acceptons pas d'entendre qu'on n'a pas forcément fait ce pour le mieux, qu'on pourrait mieux faire. Nous avons développé des égos très forts dans l'éducation nationale, liés au fait même que nous éduquons, nous sommes des sachants, et que nous sommes portés par cet état d'esprit, cette logique qui nous accule et qui nous fait rapidement trouver nos limites aussi. Alors il y a des liens étroits entre bien-être, santé, compétences psychosociales. Moi j'aime bien comme définition pour le bien-être, retenir celle-là, je vous invite à la retenir par cœur, parce que vous allez voir que de la retenir nous aide. Le bien-être, c'est la satisfaction harmonieuse des besoins fondamentaux, pour dire des besoins physiologiques et psychologiques. Et ces besoins-là, ils sont au cœur du bien-être. Et elle est valable pour les adultes comme pour les jeunes. Satisfaction harmonieuse
harmonieuse. Donc il y a quelque part, dans le bien-être, la recherche d'une harmonie et quelque chose qui touche, alors vous trouverez dans Larousse, cet état de satisfaction du corps et de l'esprit, quelque chose comme ça, des besoins du corps et de l'esprit, mais c'est très proche. Donc, c'est pour ça que je me suis permis ces définitions qu'on retrouve chez beaucoup de psychologues. Non, il n'y a pas de définition consensuelle du niveau international. Mais pourquoi je choisis celle-là? Parce qu'en éducation, vous allez voir qu'elle est extrêmement utile. Dès lors, notamment, on demande, et beaucoup de psychologues se sont posé la question, c'est quoi les besoins fondamentaux? Et les besoins fondamentaux, ils dépendent des dimensions du bien-être. Les dimensions du bien-être, on les connaît. La recherche là-dessus est assez claire. Vous voyez, le bien-être, c'est d'abord, nous sommes des êtres incarnés, et dans notre corps, c'est d'abord le bien-être physique. Et chez les jeunes, lorsqu'ils ne font pas suffisamment d'activité physique, on le sait, il y a un mal-être assez rapidement. Donc le bien-être physique est extrêmement important. Le bien-être matériel, assez curieusement, c'est une variable. Les enquêtes UNICEF nous montrent qu'on a 40, 45, 47% des jeunes qui déclarent se sentir mal parce que matériellement, ils manquent. Le bien-être matériel, c'est d'abord un bien-être qu'on expérimente par le corps. La pauvreté qui touche le bien-être matériel est quelque chose, c'est une expérience sensible de la pauvreté. Et dans votre académique, c'est une dimension qui a son importance. Ensuite, il y a trois autres dimensions qui, elles, sont reliées, qui sont des dimensions qu'on retrouve dans les compétences psychosociales. C'est la dimension cognitive, la dimension psychologique, et pour ajouter émotionnelle, et la dimension sociale, puisque la dimension sociale, c'est la dimension relationnelle. Et donc là, vous avez les 5 grandes dimensions du bien-être, auxquelles certains peuvent ajouter une dimension très proche du bien-être cognitif, qui est le bien-être spirituel, que je n'ai pas ajouté parce qu'il n'est pas présent chez toutes les personnes, pour lesquelles cette dimension-là n'est pas forcément ni conscientisée, ni activée. Mais vous avez aussi beaucoup de jeunes, chez les jeunes, qui vont bien mal à cause de cette dimension-là, ou grâce à cette dimension-là. Cette dimension spirituelle, qui peut être laïque d'ailleurs, et qui, au sens large du terme philosophique du terme, renvoie au rapport que l'on a aux grandes questions existentielles. La notion de bien-être, c'est une notion qui est très proche de la notion de santé parce qu'elle est au cœur de la définition de la santé la plus connue, qui est la définition de l'OMS de 1946, la santé comme état complet de bien-être physique, mental et social. Et donc vous retrouvez dans la santé et le bien-être les 3 dimensions des compétences psychosociales. Pas compétences psychosociales, mais les 3 grandes dimensions du bien-être. Alors on n'a pas mis, bien sûr, parce que la dimension matérielle intervient peu sur la santé, ni la dimension psycho-émotionnelle, on a regroupé sous un vocal qui est celui de dimension mentale. La santé et le bien-être sont donc des méta-besoins. Alors pourquoi je parle de méta-besoins? C'est-à-dire c'est comme si beaucoup de jeunes, et d'adultes d'ailleurs, avaient une sorte de grand besoin qui est le besoin d'avoir leurs besoins satisfaits. Donc c'est une sorte de méta-besoin, de besoin qui englobe les autres besoins. Et le besoin d'être en bonne santé, c'est un méta-besoin. C'est un besoin qu'on a tous, que l'on n'exprime pas forcément, mais qu'on entend tous. Et le besoin de bien-être aussi. C'est pour cela que, comme c'est un besoin premier, c'est aussi une valeur, puisqu'on est prêt à y consacrer du temps et une priorité. Certains sont même prêts à démissionner, à chercher un autre métier parfois, parce qu'ils ne sont pas suffisamment bien dans leur métier. C'est un phénomène qui s'est accéléré depuis 2 ou 3 ans, depuis la crise sanitaire, pour l'éducation nationale. Donc là, vous voyez le lien avec les compétences psychosociales, puisque les compétences psychosociales concernent le renforcement de 3 dimensions parmi les 5 que sont la dimension cognitive, la dimension psychologique et la dimension sociale. Donc vous comprenez bien que dès lors qu'on améliore les compétences psychosociales, on innove pour essayer de mettre en place des gestes nouveaux, des pratiques nouvelles, des moments nouveaux, pour améliorer les compétences psychosociales, ce que l'on touche, c'est le bien-être. On agit sur le bien-être, directement, et d'une certaine manière, on va réduire le mal-être. Ces compétences psychosociales,
vous le savez tous, il y a de nombreuses les définitions sont extrêmement intéressantes. Parce que même dans les anciennes définitions, dans les celles-ci de 1993, il y a 30 ans, on nous dit, et l'OMS, qui disait qu'elle parlait d'une aptitude à maintenir un état de bien-être mental. Là, ici, ce qu'il faut retenir, c'est la notion de capacité à maintenir cet état de santé, cet état de bien-être. Les compétences psychosociales participent de cette capacité-là. Et sans en être conscient, c'est ce qu'on fait au quotidien. On le fait inconsciemment. On cherche à maintenir cet état de bien-être parce que le bien-être est un méga besoin. On a fondamentalement besoin de cela. On en a besoin pour des raisons de plaisir, parce qu'effectivement, il y a une dimension hédonique très forte dans la vie, dans la condition humaine. On fait beaucoup de choses pour satisfaire notre plaisir, notre bien-être. Ça, c'est la vision hédonique. Vous voyez ici de cette dimension forte de recherche du plaisir qui a fait que beaucoup de personnes se sont méfiées de la notion du bien-être en éducation. L'école a vocation à favoriser et à viser le bien-être hédonique. Pourtant, comment ça se fait que l'on mette le bien-être au rang des priorités? Donc il y a quelque chose d'important à comprendre. Je vais rester sur cette notion de bien-être hédonique parce qu'il faut bien comprendre de quoi il s'agit. Le bien-être hédonique touche bien sûr à quelque chose qui peut être très intérieur, mais quelque chose aussi qui peut être qui fonctionne à travers nos sens aussi, à travers toutes les dimensions corporelles qui sont les nôtres. Et cette dimension hédonique est très forte dans la société d'aujourd'hui. Les jeunes aujourd'hui, quand ils utilisent beaucoup de téléphone portable, parce que le téléphone portable leur permet de répondre à des besoins fondamentaux, notamment le besoin de reconnaissance, de communication, d'appartenance à un groupe. Et il y a une dimension aussi hédonique forte à travers la reconnaissance, le plaisir d'être reconnu, de se sentir appartenir à un groupe, d'être aimé des autres, et le plaisir aussi d'écouter de la musique qui nous plaît, de voir des images qui nous font plaisir. Et donc, contrairement à nos générations, pour en tout cas les plus anciens d'entre nous qui n'ont pas grandi avec des téléphones portables, il y a quand même quelques jeunes qui ont peut-être eu déjà des téléphones portables dans leur adolescence, eh bien, nous n'avons pas connu ça, nous avons connu l'ennui. Et donc le rapport au plaisir n'a pas été, nous n'avons pas grandi dans le même rapport au plaisir. Et l'école dans tout cela, l'école, ce qu'elle vise, c'est plus principalement le bien-être eudémonique. Et le bien-être eudémonique, c'est un bien-être que l'on ressent principalement autour de ce qui fait sens pour nous. Ce qui fait sens, alors le bien-être eudémonique, vous le ressentez par exemple, lorsque vous êtes en train de faire une activité chez vous qui vous intéresse beaucoup et pour lesquelles qui engage des contraintes, et vous oubliez que vous êtes sous des contraintes. Et ça, vous pouvez le vivre aussi professionnellement. Quand vous faites quelque chose qui vous intéresse beaucoup et qui pose un certain nombre de contraintes, qui peut être parfois même douloureux, mais vous intéresse tellement que vous oubliez ces contraintes-là. Eh bien, en classe, on retrouve ce bien-être hédonique parce que les élèves disent, la sonnerie retentit, les élèves disent, ah bon, déjà, ça c'est le bien-être hédonique. Ils ont été tellement absorbés qu'ils n'étaient pas dans le bien-être hédonique, ils étaient dans le bien-être eudémonique. Et ce bien-être hédonique, c'est cette forme de jouissance que l'on a en enseignant. Nos élèves sont tellement absorbés qu'ils en oublient que l'arrivée vient de sonner et qu'ils restent en classe pour terminer. Ça arrive pas souvent, je reconnais, mais quand ça arrive, il se passe quelque chose de fort. Et ce bien-être eudémonique, on va le provoquer par la pédagogie de projet. On va le provoquer aussi lorsqu'on a des supports intéressants. Il y a énormément de leviers qui peuvent activer la capacité des élèves, enfin pas la capacité, mais l'expérience eudémonique. Alors, on appelle ça aussi le flow, FLOW. C'est ce que Mihaly appelait l'expérience autotélique, cette expérience par laquelle je ressens ce bien-être où j'en oublie les contraintes qui sont celles qui sont les miennes dans ce moment-là. Alors c'est pas l'un ou l'autre, parce que la réalité en fait, c'est que les deux peuvent être mêlés. Quand vous prenez par exemple, vous préparez un bon plat
Pour des addicts, vous allez recevoir, vous êtes dans les deux. Il y a le plaisir gustatif, le bien-être hédonique, et le bien-être démonique de faire, de relire la recette dans un bouquin de cuisine, que sais-je. Vous êtes dans les deux. La contrainte de relire et de vous absorber la contrainte. Et il peut y avoir plein de situations à l'école s'il y a un peu les deux. L'élève qui a la réussite à l'école va ressentir le bien-être hédonique d'avoir une bonne note, le plaisir de la bonne note, le plaisir du feedback de l'enseignant. L'enseignant qui lui dit mais c'est bien, qui le dit avec sincérité et authenticité. Là, c'est le bien-être hédonique qui va ressentir le plaisir d'entendre la satisfaction de l'enseignant. Donc, hédonisme et eudémonisme sont extrêmement intriqués. Il n'y a pas matière à les séparer. Mais comprenez bien qu'en ayant conscience des deux, ça nous aide à nous orienter et à rechercher, le bien-être démonique et à défendre le bien-être. Parce que les opposants au bien-être, eux, ils vont penser qu'au bien-être hédonique, ils vont dire mais l'école, voilà, tout ça. On n'est pas là pour faire en sorte que les élèves soient constamment joyeux, gais, heureux, parce qu'on n'est pas tout le temps gais et heureux à l'école. Il y a des moments difficiles. Et ça, c'est vraiment un sujet sur lequel je vais vous inviter aussi à réfléchir, parce que effectivement, la question de... Ça soulève beaucoup de questions, la question du bien-être. Je vais en parler tout à l'heure dans une diapo, la question de toutes les questions qui soulèvent le bien-être, il y en a énormément. Et notamment, il y a une des questions que... Parce que les opposants n'ont pas forcément, même d'ailleurs ceux qui adhèrent au bien-être à l'école, n'ont pas forcément conscience de toutes les questions que pose le bien-être. En tout cas, des questions qui les animent. Et parmi les questions, il y en a une, c'est est-ce que c'est normal est-ce qu'il est acceptable que l'on empêche les élèves de vivre des expériences de mal-être à l'école? Est-ce que c'est acceptable d'empêcher cela? Non, c'est pas acceptable d'empêcher cela parce qu'il est normal qu'à l'école, on fasse des expériences de mal-être cognitives. Et pour apprendre, on ne peut pas s'empêcher de passer par des étapes de mal-être cognitive. Il y a des moments où on ne comprend pas, il y a des moments de souffrance cognitive, de douleur. Moi, par exemple, je fais pas mal d'études de maths, et en maths, on passe par des moments difficiles. Alors, on peut passer des fois 4 heures sur un problème, on n'arrive pas à résoudre. C'est douloureux parce qu'on sait qu'on est tout près de la solution et qu'on n'en l'a pas trouvé. Je prends l'expérience des maths, ça peut être dans beaucoup d'autres domaines. Par contre, à l'école, faire des expériences sensibles sur le plan relationnel de la souffrance, ça n'est pas forcément normal, et en tout cas acceptable. Pourtant, c'est très répandu. Mais il y a des élèves qui vont traverser leur scolarité en ayant la chance d'être dans des écoles, dans des collèges, dans des quartiers, avec des profs pour lesquels ils vont avoir quasiment très peu de souffrance relationnelle. Puis d'autres pour lesquels, pour de multiples raisons, c'est pas l'objet. Et donc, l'école a pour vocation de réduire la souffrance relationnelle pour améliorer le bien-être notamment, mais elle ne peut pas, et ce serait un tort de considérer, elle ne peut pas considérer que l'école a à empêcher les élèves de vivre des expériences de mal-être cognitif. Il peut y avoir des expériences de mal-être cognitif, c'est tout à fait, ça fait partie de ce que l'on peut appeler le passage de vulnérabilité ordinaire et qui est obligé. Dès lors qu'on apprend, même pour nous les adultes, à avoir une nouvelle fonction, c'est s'exposer à se sentir vulnérable pendant quelques mois, voire des fois 2 ou 3 ans, le temps d'apprendre ce nouveau métier. À l'école, c'est la même chose. Il y a une vulnérabilité cognitive qui est liée à l'exercice, à la découverte du nouveau. Alors, vous voyez les enjeux du bien-être. Pour pouvoir défendre un sujet, il faut bien connaître les enjeux. Qu'est-ce qui se joue? Et parmi ces enjeux, vous avez des enjeux que vous allez retrouver qui replongent dans les compétences psychosociales, parce que vous avez des enjeux de 3 natures, psychologiques et émotionnelles. On le voit tout de suite, vous arrivez dans une classe, quand vous passez beaucoup dans une classe, vous savez tout de suite si les élèves sont bien avec ce prof ou pas. Au bout de 10 minutes, vous voyez la qualité d'implication, de motivation, le rapport au savoir, le rapport à l'aide que l'élève peut obtenir du ou de la professeure. Il
il y a des enjeux psychologiques immédiats, d'autres qui sont plus à moyen et long terme. Il y a des enjeux cognitifs, forcément. Un élève qui est bien avec un prof, il va beaucoup plus s'impliquer, comprendre, développer des compétences cognitives et métacognitives plus nombreuses. Et les compétences métacognitives, on sait qu'elles sont reliées à la réussite. Et ça, ça dépend beaucoup du professeur. Le professeur, il y a dans la relation pédagogique une asymétrie qui est très grande, et le professeur a la possibilité d'agir sur ces leviers-là en réduisant la symétrie, en se mettant au niveau de l'élève. Et les enjeux cognitifs, c'est des enjeux qui sont essentiels pour la réussite. Quand un prof utilise des supports, des approches, des pédagogies qui sont beaucoup plus motivantes, eh bien, il y a tout de suite un mieux-être, parce que les élèves s'intéressent beaucoup plus, sont beaucoup plus curieux, et ne vont pas avoir peur, par exemple. Toute la question du rapport à l'évaluation se pose, et pose des questions de bien-être. On pourrait faire une conférence d'1 heure sur bien-être et évaluation. Vous avez trois grands domaines de mal-être, sur lesquels on pourrait vraiment chaque fois faire une intervention d'1 heure. C'est l'évaluation, la résistance des élèves, c'est-à-dire tout ce qui est difficultés scolaires, la résistance des élèves au projet que l'enseignant propose, comment on se comporte face aux difficultés, aux résistances qu'ont les élèves, toute la question de l'accompagnement des résistances et des difficultés. Et le troisième sujet, c'est l'autorité. Dans l'exercice du métier d'enseignant, vous avez ces trois grands sujets, évaluation, autorité et accompagnement des difficultés. Si on travaille sur ces trois sujets-là, et qu'on améliore potentiellement le bien-être de l'élève, on voit tout de suite, ça retentit sur nous en tant qu'enseignant. Parce que c'est les trois moments délicats du métier. Le moment où l'élève résiste, le moment où il faut l'évaluer, le moment où il faut exercer sur l'autorité. Et puis les enjeux sociaux. Et pour retrouver les trois dimensions des compétences sociales, la dimension sociale, la dimension psychologique et émotionnelle et la dimension cognitive. Donc la dimension sociale, c'est la question sur l'inclusion, la relation, l'émancipation. Le bien-être va favoriser l'émancipation. Moi j'ai mis, comme beaucoup d'entre vous, des années à m'émanciper. Parce que la relation pédagogique que j'ai vécue avec beaucoup de profs quand j'étais à l'école, au collège, au lycée, était loin d'être une relation de bien-être. C'était des relations où on humiliait facilement. Donc voilà. Il faut comprendre que les nouvelles générations, il y a eu énormément de progrès de la part des enseignants, il y a beaucoup plus de bienveillance de la part des enseignants, une exigence toujours là, mais bienveillance, et il y a beaucoup moins d'humiliation, de maltraitance, de violence pédagogique ordinaire que l'on a autrefois. Et du coup, des capacités d'émancipation pour beaucoup de jeunes qui vont devenir assez vite vindicatifs, d'ailleurs, ce qu'ils sont des capacités d'émancipation que nous n'avions pas. Parce qu'il y a eu une qualité de la relation. Alors, je ne vais pas rentrer dans tout le débat qu'il y a actuellement dans beaucoup de médias, beaucoup de revues autour de l'éducation cognitive et tout, où on voit des positions extrêmes, voilà, des positions extrêmes s'opposer. Alors, on sait très bien, c'est un sujet complexe, et comme tous les sujets complexes, c'est dans la mesure où se trouve la question de la justesse. La question de la justesse en éducation, elle est toujours dans la mesure, dans la prise en considération de la complexité, donc du contexte, donc de l'histoire de l'élève, du jeune, donc de l'histoire de la personne, etc., et des circonstances notamment. Le bien-être à l'école, je vous disais que ça pose beaucoup de questions. Alors, je ne peux pas tout vous les présenter, mais il y a des questions épistémologiques, notamment sur le sens, dont j'en ai parlé, je ne vais pas développer, mais il y a toute une histoire de l'émergence de la notion. La notion, elle n'est pas venue comme ça. La notion, elle est issue de nombreux travaux liés aux pédagogues de l'éducation nouvelle, à la recherche scientifique, aux travaux autour de toutes les questions qui étaient l'objet de mal-être avant, les recharges, addiction, radicalisation, discrimination, toutes les problématiques qui étaient génératrices de bien-être. Et maintenant, on a changé un peu de paradigme. À un moment donné, on a senti, il y a 2 ou 3 ans, il fallait arrêter de parler du climat ou du climat de mal-être. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on ne pourrait pas parler de bien-être? On parlait du même sujet, mais on en parle différemment. Et du coup, pourquoi il y a de l'enthousiasme? Dans notre école, faisons-la ensemble, pourquoi il y a de l'enthousiasme et beaucoup plus de projets autour de bien-être? C'est parce que le terme est très positif. Enfin, on parle de quelque chose qui fait plaisir. Le bien-être, alors effectivement, le sujet peut paraître
pas si logique que ça. Regardez les questions qu'il pose, des questions d'objectivation du mal-être des élèves. Quelle est l'ampleur réelle du mal-être des élèves? Il y a un vrai sujet là. On sait qu'il y a, j'en ai parlé tout à l'heure, qu'il y a une augmentation du mal-être. Quelles sont les principales situations de mal-être? Si on identifie les situations, on peut être beaucoup plus efficace. Des questions pédagogiques et éthiques qui ne sont pas simples. Quels sont les enjeux? Il y en a, j'en ai parlé. Dans quelles limites rend-on service à l'élève lorsqu'on le préserve de tout ce qui pourrait l'affecter? Moi, je ne pense pas qu'on rend service. Tant qu'on est sur le bien-être relationnel. Il faut agir, mais dès qu'on est sur le bien-être cognitif, empêcher un élève d'être dans un conflit cognitif personnel sur un sujet, ou d'être dans un conflit socio-cognitif, c'est pas de grand service. Par contre, l'aider à bien vivre ce conflit socio-cognitif, oui, ça peut, c'est notre rôle en tant qu'enseignant. Quelles pratiques peuvent permettre de favoriser plus précisément le bien-être des élèves? L'objectif, je vais en parler tout à l'heure, je vais vous donner des repères. L'objectif du bien-être doit-il concerner les élèves à la même hauteur? Je dis que il y a des élèves qui ont bien besoin qu'on s'occupe de leur mal-être ou de leur bien-être de l'autre. Les élèves qui traversent des situations de vulnérabilité. L'élève qui va bien, qui a des parents, il est choyé, tout le monde s'occupe de lui, tout va bien à la maison, il a beaucoup moins besoin, face à une situation difficile, qu'on soit attentif à ce qu'il vit, parce qu'on sait très bien qu'il va apprendre malgré les difficultés qu'il rencontre. Par contre, tous ces élèves, il y en a beaucoup, qui sont en situation de vulnérabilité. Donc, il y a les élèves en situation de handicap, ça représente 430 000 élèves, mais il y a tous les élèves en situation de vulnérabilité qui ne sont pas en situation de handicap, ça représente entre 4 et 6 millions d'élèves. C'est tous ces élèves qui ont appris une chose, c'est à ne pas lire leurs émotions, à ne pas lire en s'installer, à ne pas demander d'aide parce que parfois ils ont vécu des expériences qui leur montrent si on demande de l'aide, on est fragilisé, on est stigmatisé. Alors ça va mieux quand même, il y a de plus en plus d'enseignants qui sont attentifs à ces élèves. Mais il y a aussi encore beaucoup d'élèves qui ne font pas parler d'eux, pour lesquels on se rend compte très tardivement qu'ils étaient en situation de grande vulnérabilité et qu'on a agi trop tardivement. Des questions éducatives et pédagogiques. Comment, autour de l'articulation notamment, articulation entre bien-être et exigence, entre bien-être et évaluation, entre bien-être et autorité, entre bien-être et obéissance. Ça, c'est toutes les questions qu'ont les parents actuellement. Une des grandes problématiques parentales, actuellement, quand je circule dans les écoles et que je demande, notamment chez les petits, en école maternelle et école élémentaire, c'est quoi le problème majeur des parents? La question qui m'est toujours donnée, c'est le rapport aux écrans. Comment on gère ça? Et il y a une question autour du bien-être des jeunes et du bien-être des parents. Comment on articule cela? C'est un vrai sujet. C'est pas un sujet simple. Certains d'entre vous, d'ailleurs, savent très bien de quoi je parle. Peut-être que vous avez des jeunes avec qui c'est un sujet difficile à gérer. Alors, la question du bien-être, elle est corrélée aux disciplines. Regardez ces travaux de recherche là, qui nous montrent que le bien-être est corrélé à l'intérêt des élèves qui sont notamment en maths et en français. On voit qu'il y a un rapport étroit entre le fait que j'ai des difficultés en maths et je me sens mal à l'école. Alors, il faut faire un peu distinguo entre cause et corrélation. Il y a une chose qui est plus complexe là aussi que la simple. C'est séduisant ce type de schéma, mais ça ne donne pas forcément la solution. Ça me dit quand même que si l'élève, on améliore les choses en maths et en français, on a des chances pour que l'élève se sente mieux. Donc vous voyez que quand on parle de bien-être, on parle de bien d'autres sujets. On parle de mal-être, on parle bien sûr de motivation, de persévérance. Le bien-être, on est beaucoup sur les questions de motivation, de persévérance, d'encouragement. On est beaucoup sur ces questions-là. Et vous avez notamment dans la communauté traité des projets expérimentaux autour de la motivation, de la persévérance. Et travailler sur la motivation, c'est un des sujets, c'est la question majeure sans doute autour du bien-être. Si on améliore la motivation et la persévérance, on améliore le bien-être. Donc on est sur quelque chose de très proche, et qui n'est pas pour autant la même chose. Sur le mal-être, on est beaucoup sur les enjeux de difficulté et de décrochage. Et comprenez bien, vous voyez, je l'ai mis en gris au milieu, c'est toujours une question de contexte, de difficulté, d'obstacle. Le bien-être à l'école, ça peut quand même être observé sous un angle assez binaire, même si faire cela, ce n'est pas entrer dans la complexité, mais il y a bien quelque chose autour émotionnellement. On est des êtres qui ressentons des émotions,
qui fonctionnent sur un mode assez binaire. Soit elles sont agréables ou désagréables. Soit elles sont positives ou négatives. Il vaut mieux dire agréables ou désagréables. Et on va les retrouver, par exemple, au niveau de l'état d'esprit, de l'engagement, de la motivation, qui peuvent avoir un volant positif ou négatif et qui vont agir sur la curiosité, sur le stress, agir sur la capacité à masquer ou pas ce que l'on est, donc à adopter des masques sociaux, puisque vous savez, très souvent les jeunes qui ont mal adoptent un masque social, ils font semblant d'être l'élève qui va bien, d'être l'élève qui a compris, d'être l'élève qui est indifférent aux punitions qu'on lui donne, etc. Tous ces masques sociaux que l'on développe pour se sauvegarder psychologiquement de la situation qui nous éloigne de nous-mêmes. Le bien-être ne doit pas être considéré comme une finalité d'école. Attention, c'est une idée très importante, je l'ai introduite tout à l'heure. Ce n'est pas une finalité d'école, mais c'est une condition essentielle, notamment pour les élèves les plus fragiles, les plus vulnérables, en tout cas ceux qui traversent des situations de vulnérabilité. Cette idée-là, elle est centrale, parce que si on n'est pas attentif au bien-être des plus vulnérables, on passe à côté de l'élève qui est vulnérabilisé parce qu'il vit à la maison, il va basculer parce que pour lui, vivre une situation de mal-être à l'école, c'est la double peine. Cette vulnérabilité scolaire va s'additionner à la vulnérabilité intrinsèque de tout jeune et la vulnérabilité qui vit à la maison. C'est la triple peine. Alors que pour l'élève qui va bien, bon, il a sa vulnérabilité propre de jeune, mais que s'il va bien à la maison, à l'école, il va beaucoup mieux supporter et plus à même de fabriquer la résilience pour dépasser les moments difficiles. C'est pour ça que le volant, vous avez deux grands enjeux sur les compétences sociales, le volant santé et le volant disciplinaire et apprentissage scolaire. Le volant apprentissage scolaire est essentiel. Quand on améliore les compétences psychosociales d'un jeune, on améliore sa capacité à mieux vivre les situations scolaires et à mieux les gérer, donc à mieux accepter ses propres vulnérabilités et à les transformer en force. Deuxième partie, donc je vais vous donner des repères sur les pratiques pour favoriser le bien-être. Ça serait quand même bien beau, c'est bien beau d'avoir des discours sur le sujet, mais il faut quand même donner des repères. Je vous disais tout à l'heure que le premier des repères, c'est un repère autour de l'invitation à changer de regard. Alors ça ne marche pas. Vous savez, c'est ces moments où on s'arrête et on se met à regarder la personne avec qui l'on vit autrement que uniquement la personne avec qui l'on vit tous les jours. Mais les élèves, c'est la même chose. Vous avez tous fait cette expérience d'observer votre classe. Vous faites classe, et puis c'est votre classe, quoi. Alors, si vous êtes instituteur, professeur des écoles, encore plus votre classe, mais même vos classes, vous retrouvez votre classe. Et puis, un jour, vous faites l'expérience de regarder vos élèves comme s'ils étaient tout neufs. Ce sont des nouvelles personnes qui viennent, vous les regardez autrement. C'est un effort qui est extrêmement personnel, mais qui peut vous amener parfois à entrer dans une autre relation, à aller à la rencontre de certains élèves. Parce qu'effectivement, ces élèves, lorsqu'ils sont en groupe, il y a des moments où on ne les supporte pas, parce qu'effectivement, c'est le groupe qu'on supporte pas. Et même cet élève qui est le plus agité, vous prenez 5 minutes pour discuter avec lui, vous vous rendez compte qu'il est super attachant. Comme beaucoup de jeunes, comme la majorité des élèves. Ils sont super attachants dès lors qu'on prend le temps d'aller à la rencontre. D'aller à la rencontre, c'est-à-dire de s'ouvrir à la personne et de s'intéresser à elle. Alors, il y a une chercheuse qu'on a fait venir dans le séminaire national sur la vulnérabilité, qui s'appelle Virginie Milly-Guillard, qui travaille sur la vulnérabilité, c'est une sociologue, et le travail qu'elle a mené avec d'autres personnes, en s'intéressant à tous ces jeunes qui vivent beaucoup de situations de vulnérabilité, vous avez beaucoup dans l'académie, se sont rendus compte que l'accompagnement, il est efficace. Alors le propos, il est sur Magistère, sur la vulnérabilité, en 40 minutes de développement. C'est une démonstration pour nous dire que l'accompagnement des jeunes les plus vulnérables est efficace dès lors qu'on s'intéresse à eux dans leur singularité. On s'intéresse à leur singularité, à la singularité de leur itinéraire. C'est pas s'intéresser à eux comme on s'intéresserait à quelqu'un. On s'intéresse à eux dans ce qu'ils ont vécu en tant que personne. Alors, elle cite les propos
de ces jeunes qui parlent des adultes qui ont su les raccrocher, qui ont su ne pas les lâcher, et c'est ça qu'ils disent. C'est-à-dire qu'ils font parler voilà, d'un homme ou d'une femme qui a su les prendre en considération et régulièrement aller vers eux, les relancer, comment ça se passe en ce moment, toujours venir à la rencontre d'eux. Et il y a quelque chose de cet ordre-là. Beaucoup d'entre vous savez très bien de quoi je parle. Parce que vous en avez fait l'expérience avec certains jeunes. C'est parce que vous ne les lâchez pas que ces élèves, eux, ne lâchent pas, ne décrochent pas. Et donc il y a quelque chose qui relève de la capacité à entretenir le lien parce qu'on est dans des relations humaines et que l'humanité, c'est d'abord des liens. Et qu'à vouloir innover, à rechercher toujours à l'extérieur de soi des solutions, peut-être qu'on peut se dire à un moment donné, est-ce que la solution n'est pas à l'intérieur de moi? Est-ce que je n'ai pas à l'intérieur de moi la clé essentielle qui est la qualité des liens que je suis capable de tisser avec les élèves? J'ai toujours en tête une conférence que j'avais donnée à Marseille, dans le camp des Clésimex Marseille, où là, une enseignante à la fin de la conférence qui me demande, c'était sur la relation, elle me dit, mais M. Marcelier, est-ce que vous n'auriez pas, pour quelle situation, un conseil à me donner? Attendez, je lui apporte une technique, quelque chose d'extérieur. Je lui dis, mais madame, est-ce que à l'intérieur de vous, il n'y a pas quelque chose qui vous permettrait d'améliorer la situation? Parce que la clé, elle n'est pas à l'intérieur de vous. Et je crois que dans beaucoup de situations, c'est ce que font des gens, c'est qu'ils n'ont pas attendu beaucoup d'enseignants, d'adultes, de personnels que je le dise. Je ne fais que mettre en mots ce que font déjà beaucoup de gens. Vous voyez, mais je me permets de vous le rappeler. Vous le rappeler parce que on est dans les métiers de la relation et c'est des métiers où le qualitatif fait la différence. Et le qualitatif, c'est le qualitatif du lien, la qualité du lien que l'on va être capable de tisser, de construire avec les élèves qui va faire la différence. Je vous disais tout à l'heure que les élèves en situation de vulnérabilité, il y a les élèves en situation de handicap, voilà la liste des types de handicap à peu près les plus fréquents, dans lesquels on a vu bien sûr des élèves en situation à haut potentiel, des élèves allophones, et puis il y a tous ces élèves dont on ne parle pas, qui ne font pas parler d'eux et qui parfois souffrent beaucoup plus qu'un élève en situation de handicap. Ce sont ces élèves pour lesquels les parents ne sont pas disponibles pour s'occuper d'eux à la maison, pour des raisons affectives, professionnelles, familiales, économiques. Et il y en a beaucoup, beaucoup pour lesquels ça ne dure que quelques mois, quelques semaines. Des élèves qui vont mal pendant 3 semaines, qui vont mal pendant 2 mois, et qui pendant 2 mois vont peut-être décrocher, ou en tout cas vont vraiment perdre de la performance scolaire et parfois être beaucoup plus absents. Et ce sont ces élèves en situation de grande vulnérabilité qui sont très nombreux, auxquels il faut être aussi très attentif et qui peuvent représenter jusqu'à 100% des élèves dans certaines classes de CAP. On sait que c'est quasiment 100%. Dans certains collèges d'éducation prioritaire et écoles, vous en avez, vous savez de quoi je parle. Et ce sentiment de vulnérabilité, lorsque on en parle avec les collégiens et les lycéens, et ils vont nous dire les choses, ils vont parler de leur compte notamment. Cette vulnérabilité, vous c'est la blessure, c'est la potentialité de blesser, d'être affecté, d'être touché, c'est ça la vulnérabilité. C'est avoir honte de mon comportement, c'est me sentir coupable de demander de l'aide, c'est quand j'ai peur de ne pas y arriver, c'est lorsque j'accepte de parler de mes peurs, etc. Et vous vous sentez comment lorsque vous vous sentez vulnérable? J'ai honte, j'ai peur, je bafoue, je me sens coupable, je panique, je baisse les têtes. Et vous avez des classes où les élèves ne ressentent jamais cela, certains profs. Parce que les profs sont tellement capables de créer une relation de qualité qu'ils ne se ressentent pas. Ces élèves-là n'ont pas honte de lever la main, ne pas honte de dire « j'ai pas écouté, monsieur, excusez-moi, vous pouvez redire la consigne ». Alors qu'avec certains autres professeurs, ils n'oseraient surtout pas de redemander parce que le professeur est beaucoup plus dur. Alors évidemment, c'est pas simple d'être enseignant. Il y a aussi des moments où c'est insupportable à répéter, où c'est où vous avez des élèves. Ce n'est pas ça. Mais il y a quand même des différences. Et ces différences, elles sont liées notamment à la qualité des relations. Alors je ne vais pas trop développer, le temps passe, je suis bavard, je suis 10h42, je sais pas à quelle heure. Ça serait terminé. Donc, on peut distinguer les situations très
fragilisantes mais ordinaires, de vulnérabilité ordinaire, vous allez voir en bleu, et des situations de grande vulnérabilité qui peuvent affecter considérablement les jeunes. Je montre cette diapo qui synthétise bien finalement des situations extrêmes, et l'idée n'est pas que vous reteniez cela, bien sûr, mais pour dire qu'il y a beaucoup de types de vulnérabilité auxquelles sont exposés les jeunes. Ces dernières années, regardez en bas du tableau, on voit apparaître des vulnérabilités climatiques, sociétales et numériques nouvelles pour certaines d'entre elles, qui vulnérabilisent considérablement certains jeunes. Certaines d'entre elles mettent en jeu beaucoup d'émotions, notamment dans le cadre du climat scolaire, des problématiques vraiment du climat scolaire. Vous les envoyez, vous les reprendre sur une liste à gauche, parce qu'elles se manifestent par des émotions qui renvoient à des besoins fondamentaux qui ne sont pas forcément satisfaits. Un besoin de sécurité, d'appartenance, de justice, d'écoute, de considération. Alors on sait que les vulnérabilités elles sont réparties sociologiquement dans le pays et sont corrélées à droite. À gauche, vous avez la carte des vulnérabilités en rouge, des zones de plus grande vulnérabilité économique, sociale et culturelle. Et puis à droite, c'est le décrochage scolaire. On voit que ce sont des cartes qui se superposent en partie, et notamment sur le plan des cantons, ici pour l'Académie de Créteil. Vous voyez une relative correspondance entre certaines zones, notamment en bas à gauche, c'est la partie ouest de l'Académie, qui fait apparaître des quartiers beaucoup plus touchés par ces vulnérabilités que d'autres. Alors, ces difficultés communes, on rencontre de nombreux élèves, j'en ai parlé à plusieurs reprises, des difficultés pour communiquer, pour demander de l'aide, pour affirmer leurs besoins, pour gérer leurs émotions, pour régler leurs problèmes, effectuer des choix responsables. Elles renvoient à des difficultés qui sont en fait des difficultés qui sont des défauts de compétences psychosociales. Ce ne sont pas des compétences disciplinaires qui sont mises en jeu. Tous ces problèmes de comportement qu'on les jeunes, ce sont des compétences psychosociales, à travers notamment la difficulté à être heureux dans les relations sociales, être en bonne santé mentale et physique. Alors, là, je vous ai indiqué ces différentes... excusez-moi, je vais un peu vite. Là, vous avez les gestes professionnels en face, je montre très souvent, en face chacun des besoins fondamentaux, au centre des besoins fondamentaux, les gestes éducatifs de la famille à gauche et à droite, les gestes professionnels qui peuvent aider considérablement à un jeune à aller. C'est d'abord dans la relation et d'abord dans les gestes que ça commence. Ça commence par notamment la capacité à faire preuve d'empathie, d'équité, de transparence, de justesse, l'importance des feedbacks positifs, de rappeler le cadre des règles qui vont permettre de stabiliser, de créer une école contenante, une relation contenante. Et puis, là, toujours dans les 4 domaines de bien-être, cognitif, social, psycho-émotionnel et physique, vous avez beaucoup de pratiques qui favorisent le bien-être. Et là, je reconnais qu'elles sont très nombreuses, ces pratiques-là, et certaines sont beaucoup plus efficaces que d'autres. La recherche a montré que certaines sont beaucoup plus efficaces que d'autres. Par exemple, ici, je vais mettre sur la diapo suivante simplement les pratiques dont la recherche a montré vraiment l'efficacité. La question du sens des activités. Le fait de dédramatiser l'erreur, les feedbacks positifs, tout ça, ça passe beaucoup par la qualité de la relation que vous voyez en vert ici, dans le rectangle vert, la qualité de la relation pédagogique, le fait de mettre en place des espaces de parole, d'accueillir les émotions. Vous retrouvez en bas les ateliers des compétences psychosociales dont les méta-analyses notamment montrent dans les pays anglo-saxons l'efficacité. N'oubliez pas à droite l'activité physique quotidienne qui, chez les jeunes, donne des résultats immédiats en quelques jours de relâchement, d'apaisement, dès lors que les élèves ont possibilité d'avoir l'activité physique pendant la récréation, pendant la pause méridienne. Mettre en place des jeux, comme le font certaines écoles, certains collèges, c'est encore très peu répandu, des jeux non dangereux, non obligatoires, mais avec simplement un peu de surveillance, où les élèves ont la possibilité de se dépenser physiquement. C'est essentiel. Être attentif, je vais terminer sur 2 ou 3 diapos essentiels. L'attention à la vulnérabilité, ça passe par
une attention à tous les signes d'arythmie scolaire, de représentation négative de l'école. L'élève qui n'est pas assez engagé, ne doit pas ses devoirs, et qui notamment se replie, donne des signes d'angoisse, des élèves qui s'isolent, qui ont des propos toujours négatifs sur l'école. Donc là, tous ces signes-là sont des signes qui doivent nous dire qu'il y a là matière à repérage, matière à accompagnement. Il faut aider les élèves à apprivoiser l'inconfort de se sentir vulnérable. C'est normal de passer par la vulnérabilité dans sa vie, que l'on soit jeune ou adulte, jeune encore plus qu'adulte, mais il faut aider les élèves à se connaître personnellement, connaître les situations dans lesquelles ils se sentent fragiles, à partager leurs expériences de culpabilité, les expériences de honte, à considérer leur vulnérabilité du point de vue positif comme quelque chose qui peut les aider à mieux connaître là où ils doivent progresser, là où ils doivent concentrer leur effort et mieux anticiper ce qu'ils vivent. Alors, il faut bien comprendre que ce regard, je vais terminer là-dessus, sur les vulnérabilités, c'est un prisme. C'est un prisme qui nous rend plus sensibles, ça peut être considéré dans le rapport aux élèves, mais aussi dans le rapport aux collègues, lorsqu'on est personnel de direction, personnel d'inspection. On est plus sensible aux facteurs de risque, aux situations à risque, aux émotions que peuvent ressentir une personne, en l'occurrence ici des élèves ou des collègues. On manifeste plus sa disponibilité, plus son empathie, on s'ouvre plus, on s'intéresse plus à l'autre, dès lors qu'on est attentif à cette potentialité de l'autre à être blessé, être touché, être affecté par ce qu'il vit au regard de son histoire personnelle. Et donc on voit bien que la qualité des relations passe par la rencontre, passe par la nécessaire le temps que l'on va accorder à connaître l'autre. Et on ne peut pas le faire avec tout le monde, on ne peut pas le faire avec tout le monde, mais avec tous ceux qui sont fragilisés. Voilà, pour terminer, vous voyez bien qu'on est autour du bien-être sur des sujets qui sont complexes, et parce que ils mettent en jeu beaucoup de variables, de nombreuses dimensions, et que c'est la connaissance de ces dimensions qui nous aide à orienter notre regard et à développer des pratiques, des projets qui vont permettre d'agir sur une ou plusieurs de ces dimensions. On est sur une ligne de crête, c'est un sujet qui est à part, ces questions du bien-être, parce que c'est aussi un sujet où il y a des risques. Dès lors qu'on nomme certaines pratiques, on prend le risque de donner une image de ces pratiques ou une image de ce que l'on fait qui peut être fausse. Donc attention à plus parler de pratiques de retour sur soi, de centration, que de parler de pleine conscience ou de méditation, par exemple, alors qu'on sait que ce sont des pratiques qu'on sait scientifiques à qualifier qui peuvent être intéressantes et utiles aux élèves, mais pas forcément très efficaces pour l'instant dans les méta-analyses dont on dispose. C'est juste un exemple pour vous montrer que quand on parle de certains sujets, attention aux mots que l'on envoie qui ne doivent pas inquiéter. Vigilance aussi vis-à-vis des intervenants. Je suis beaucoup plus favorable depuis de nombreuses années à ce que ce soit les personnels de l'éducation nationale qui interviennent dans les classes pour mettre en place certaines pratiques, et que le bien-être, ça passe d'abord par la qualité de la relation, les espaces de parole, la qualité de l'enseignement, plutôt que des techniques externes qui vont être apportées de l'extérieur par des intervenants. Pour certains, ne connaissent pas bien les règles de la fonction publique, et notamment un certain nombre de règles relatives au respect de la laïcité, qui sont en nombre extrêmement réduit, mais c'est parce qu'on va faire parler de ces personnes-là qu'on va parfois mettre à mal toute une politique construite de longue haleine dans une académie. C'est un sujet fondamental pour l'amélioration qualitative de l'école, un champ d'innovation qui est vraiment particulier parce qu'il suscite beaucoup d'enthousiasme, mais qui doit nous amener à être vigilants, parce qu'on est sur de l'humain et qu'on est sur quelque chose d'assez fragile quand même, mais qui est passionnant parce qu'il donne des résultats, qui sont parfois très rapides et spectaculaires. Voilà, je vous remercie de votre attention.